en même temps, c'est quand même pas si mal que ça. Je veux dire, sur cette bonne vieille planète, il y a quand même un paquet de gens qui vivent à plus nombreux dans moins de place. Et en plus, eux, ils bouffent pas et des fois, on leur tape dessus. Oui, mais pas avec Lionel et Mathieu. Non, mais eux, ils sentent pas trop des pieds, ça va. Mathieu, Lionel, comment ça se passe la cohabitation pendant 2 mois et demi assises dans un bateau pour des alpinistes? Bah nous, ça c'est, enfin, on va pas dire, mais ça s'est super bien passé, quoi. On va pas dire que c'était dur, qu'on se marche dessus, que des fois on a le linge qui est mouillé, qui va faire la vaisselle. Non, on s'est marré, on s'entendait bien, on le savait. Mais vous vous marrez dans le voyage de Ushuaïa à l'Antarctique et de l'Antarctique à Ushuaïa? Non, je parle Ushuaïa? pas. Mais attention, là je peux poser une question de cohabitation. Tu vas pas poser une question de navigation. Alors, comment on cohabite quand on est tous malades en fond de cale dans un bateau? Bah là, il y a plus que Isabelle. il faut soit un ticket, soit établir un tour de rôle, quoi. Mais en général, on dort pas au même moment. Donc les toilettes sont libres à des heures différentes. Et il se trouve qu'on a tous notre petit quart d'heure pour aller faire ce qu'on a à faire. Non, mais au-delà de l'aspect humoristique, combien de temps dure le trajet retour quand vous partez? 10 jours, enfin 9 jours, un peu plus de 9 jours. Donc c'est 9 jours, c'est 2 tempêtes? Ouais, enfin la première, on se la prend bien dans la tronche. Ça veut dire le bateau... Ouais, le bateau, il gîte un peu fort, on va dire. Gîter un peu fort. Oui, oui. Le mât touche l'eau. Non, le mât touche pas l'eau complètement. Le cross-bivouac, c'est une nouvelle manière de voyager? C'est une manière en fait de marier la montagne, le parapente et de voir le massif un peu comme une voie aérienne. À la manière des alpinistes, on regarde les massifs plutôt de la façon dont on va cheminer tout le long, quoi. Mais qui décide? C'est l'aérologie ou c'est le parapentisme? Comment vous organisez vos périples, vos décollages, vos destinations? Alors au niveau de l'organisation, c'est le matin quand on se lève. En fait, on ouvre la tente, on regarde la météo, on dit bon allez, aujourd'hui on tente le vol, on cherche tout pour voler, on vole, on décolle, et là on ne sait pas trop où on va, on a une direction globale, et donc on ne sait pas si on va poser 1 kilomètre plus loin ou 100 km plus loin, quoi. Donc on sait pas trop. C'est assez précis. Ouais, voilà, à peu près. Ouais. À 100 km près, on va dire, ouais, c'est pas mal. Et vous travaillez pas comme les marins ou maintenant les Himalayas en expédition avec un routeur météo qui peut vous indiquer un petit peu quels vont être les vents porteurs, la météo à venir? Alors en fait, on appelle un copain qui, tous les 3 jours ou quelque chose comme ça, pour savoir s'il va y avoir vraiment du gros mauvais temps dans plusieurs jours. Dans ce cas, on redescend en vallée et on va plutôt manger. Et sinon, non, on le fait au jour le jour, voire à l'heure. C'est à chaque fois on vole, on est en radio, on dit qu'est-ce que t'en penses? On passe la crête ou on passe pas la crête? Allez, on la passe. Suivant. Voilà. Yann Mimet dit Nimouze, Jean-Yves Fredriksen dit Blutch. Il n'y a que Martial qui n'a pas droit à un surnom? Ouais, on n'a pas trouvé encore. Martialo, on y cherche, Le trio, c'est une vieille histoire. On vous a suivi au Pakistan avec Azazel, on vous a retrouvé en Antarctique. Je me souviens d'un film qui se passait en Patagonie. C'est un trio qui cherche les big walls les plus exotiques du monde. Bah oui, ça fait une quinzaine d'années qu'on grimpe ensemble, on se connaît bien, on s'entend bien, et on aime bien déconner. Et puis on aime bien les grands voyages dans les parois, du coup c'est vrai qu'on voyage un peu toujours en fonction de ça, on cherche les destinations où on peut trouver ce genre d'escalade. Et puis cette année, elle a envie de changer un peu parce que souvent on a froid et c'est dur, et là on avait envie d'avoir chaud et de faire des vraies vacances. Du coup on a cherché un endroit un peu exotique et puis l'Afrique était bien tombée. Vous avez changé aussi autre chose, c'est que vous êtes quand même habitué des big walls et des grandes voies en artificiel, en escalade artificielle. Là vous tentez de libérer, de passer en escalade libre une voie de grande difficulté, un autre projet. Oui, en fait dans les 3 c'est vrai que les 2 autres étaient plus branchés artif au début, donc je me suis collé au jeu et maintenant on inverse un peu, on se colle au jeu du libre, quoi. Donc voilà, c'était l'idée de changer un peu aussi, et c'est vrai que c'est une autre façon de faire, puis c'est sympa aussi, quoi. Et tu les as convertis, mais je crois que le challenge finalement c'était pas tant de libérer la voie que d'être capable, les 3 grimpeurs successivement, de passer les passages les plus difficiles en libre. Donc comment ça se passe dans l'organisation? Vous faites 3 fois la voie? Quasiment. En fait, sur les longueurs les plus dures, on était 2 à les faire, mais on voulait toutes les faire et tous en tête. Du coup, c'est vrai que ça prenait pas mal de temps. Bon, on était là pour se faire plaisir, on était en vacances et puis on était bien dans la paroi. Du coup, on avait la bouffe, la flotte qu'il fallait.
Et puis chacun son tour, on essayait les longueurs, on tombait, on repartait. Voilà, donc on a pu libérer la voix tous en même temps. Ça, quand tu les regardes, t'as pas vraiment. Enfin, ils ont peu de fun. C'est déjà plus le jardin d'escalade, c'est déjà presque. Toi, si tu pars dans le fod, faut pas partir à 10h le matin. Hein. Ah ouais, toi, c'est de la journée, quoi. Toi, c'est le carnivore raide. Ouais, c'est plus randonnée. C'est raide, c'est athlétique, hein. C'est physique. C'est raide, mais c'est une belle face. Hein. Bon rocher. C'est aussi le plus grand mur de toutes les Gascoudens, hein, c'est 300 mètres d'aplomb. Si tu lances un sac depuis la 8e longueur, le relais de la 8e, il ne touche pas la face jusqu'en bas. Hein. En fait, je ne peux pas prévoir exactement quel état je vais arriver là-haut. Hein. La seule chose que je sais, c'est que quand je suis là-haut, que je suis bien, je sais que j'ai le maximum. Et c'est extrêmement difficile d'évaluer le temps de pause. Et ça, je pense que les gens qui font des voies très très dures, je pense qu'ils ont des difficultés de dire combien je peux rester à la grosse prise pour essayer d'enchaîner la voie. Donc c'est ça, c'est cette difficulté de se dire ok, il faut y aller, non, je reste encore un petit moment ici, pour qu'après j'aille vraiment la bonne puissance pour effectuer le mouvement. C'est subtil. Si je réfléchis une seconde de plus, je tombe. Je me suis dit, maintenant il faut regarder en avant et tout le corps doit être projeté vers l'avant en fait. Et puis là vraiment, il y avait tout le corps qui était projeté vers l'avant et je ne pensais plus au fait que les bras ils étaient tétanisés, je ne pensais plus au fait que le pied il était en train de glisser, je ne pensais plus. En fait il y avait une seule chose, c'était vas-y, vas-y, vas-y. Que finalement tout cela est un prétexte pour explorer une partie de nous, hein, en quelque sorte. Quand on se trouve dans une situation extrême, quand on se trouve face à l'extrême, bien sûr l'extrême ça peut être simplement de l'adrénaline, simplement une façon de fuir une réalité, ça c'est une évidence, mais l'extrême ça nous met aussi face à notre propre réalité, à notre propre limite, à notre propre écoute en quelque sorte, parce que pour vivre dans l'extrême, il faut savoir s'écouter, et ça c'est une chose que souvent on oublie, et voilà, je pense que c'est pour ça que l'extrême a une place dans notre existence. Justement, à l'avant-dernière tentative, tu tombes dans l'avant-dernière longueur, tu réussis finalement d'enchaîner quand même la longueur. Là, tu n'as pas eu envie de t'écouter en me disant non mais c'est bon, là je l'ai enchaîné. Quand on a à l'intérieur de soi une sensation de non accompli, on ne peut pas s'arrêter dans la vie. Et en fait, quand cette sensation elle est là, elle est vivante, elle nous pousse à accomplir cette partie qui doit s'accomplir à l'intérieur de nous. Hein. Donc c'est inexplicable en fait. Et voilà, je pense que c'est ça qu'on vit dans la vie. Quand on se lance dans un projet, c'est un projet complètement fou. J'imagine que dans cette salle, tout le monde fait des projets fous. Voilà, grimper une paroi comme ça, c'est pas plus fou que faire des autres choses. Je l'ai dit aussi dans le film, je pense que finalement une passion ne peut pas être reliée à un exploit, je pense. Tout exploit est relatif. Je pense que toute passion nous pousse vers notre propre exploit. Et c'est ça en fait, quoi. Donc finalement, on est un petit peu esclave de notre propre chemin, entre guillemets, parce que finalement c'est notre chemin qui est aussi beau à vivre. Donc, voilà. Soirée karaoké offert par Gilles Charansol. Merci Gilles. Moi c'est vrai que petit, en vrai.
Bravo.